Bien, bonjour et bienvenue à tous. Encore une fois, je dois dire, on aurait presque envie de venir uniquement ici pour le chauffage. C'est dans des jours comme ça. La dernière fois, nous avons vu comment les rites funéraires et plus spécifiquement les rites de deuil pour les parents défunts dans la Chine ancienne et impériale ont pu faire dire à Marcel Mauss que la vie des morts encombre celle des vivants. On pourrait même aller jusqu'à dire que le ritualisme funéraire fait que la vie des morts vampirise celle des vivants, en pensant à la question des sacrifices humains, à laquelle il est fait allusion dans des propos attribués à Confucius dans le traité des rites. C'est un simple rappel. Ces propos font référence à un compromis qui consiste à introduire dans la tombe du défunt non plus les serviteurs ou épouses en chair et en os, en quelque sorte, mais des figurines de paille. Mais, comme le précise Confucius, il vaut mieux que ce ne soit pas des mannequins en bois qui feraient trop penser à des êtres humains réels et feraient donc courir le risque de retomber dans la pratique des sacrifices humains. Et de la même façon, les ustensiles qui sont placés dans la tombe et que l'on retrouve effectivement à la faveur de fouilles archéologiques, donc ces ustensiles doivent ressembler aux ustensiles de la vie courante, mais ne pas être faits pour servir réellement, afin de bien marquer qu'ils appartiennent au monde des mânes et des esprits et non à celui des vivants. Et ce sont ces ustensiles qu'on appelle mingqi. C'est donc ce terme en 2 caractères que j'ai surligné en rouge ici sur la diapositive, dont Jean Lévy propose la traduction par ustensiles mystiques. Alors ces ustensiles mystiques peuvent être des récipients qui ressemblent à ceux de la vie courante, mais qui ne sont pas faits pour servir de contenant, ou bien des cloches et des pierres sonores dont on ne peut pas véritablement jouer parce qu'elles ne sont pas accrochées à des montants. Donc on comprend dès lors l'importance et la récurrence de la notion du comme si, rendu en chinois par ce terme de zhou que vous avez également surligné en rouge sur la diapositive. Donc cette notion du comme si qui est de manière très frappante récurrente dans les textes ritualistes. Donc ce comme si fait que on doit constamment se tenir sur le fil du rasoir, c'est-à-dire sur cette mince frontière entre le fait de considérer les morts comme vraiment morts et définitivement enterrés, ce qui, comme le dit Confucius dans le traité des rites, serait un manque d'humanité, c'est-à-dire donc se débarrasser au fond des morts en les enterrant, et de l'autre côté, le fait de considérer les morts comme faisant encore partie intégrante du monde des vivants, ce qui, toujours selon Confucius, serait déraisonnable, serait de la stupidité. Donc la solution, c'est de faire comme si, mais seulement comme si, les parents défunts étaient encore là pour garder leur mémoire vivante et leur exprimer la reconnaissance qui leur est due. Mais en même temps, signifier clairement qu'on est dans le comme si, afin que la vie des vivants puisse continuer sans être totalement grevée
par celle des morts. Mais nous avons vu aussi que ce risque toujours présent de vampirisation de la vie des vivants par celle des morts dans les rites funéraires se traduit également par un risque de vampirisation de la vie des enfants vivants par les parents dans les pratiques de la piété filiale, qui sont fondées essentiellement sur le devoir de nourrir les parents de manière matérielle de leur vivant, puis de manière symbolique après leur mort. C'est ce que disait cette citation du traité des rites. Donc, Junzi Shen Ze Jinyang, Si Ze Jinxiang, c'est-à-dire donc l'homme de bien du vivant de ses parents, donc met tout son respect à les nourrir, yang, et après leur mort, il met tout son respect à xiang, c'est-à-dire à les nourrir par des sacrifices, donc à les nourrir symboliquement. Donc ce devoir de nourrir les parents et ce culte quasi religieux de la piété filiale, on l'a vu la dernière fois, ont fait l'objet de toute une littérature, et en particulier d'une littérature populaire et enfantine, comme les 24 exemples de piété filiale que nous avons mentionnés la dernière fois, et dont il existe de nombreuses éditions illustrées. Donc vous avez ces donc les 24 exemples de piété filiale qui sont livrés en version illustrée, donc dans les trou. Je vous avais apporté donc un exemple récent sous forme de bande dessinée pour les enfants. Vous avez ici donc un exemple d'illustration qui date du XIXe siècle où vous voyez un homme agenouillé, presque prosterné donc devant sa vieille mère. Voilà. Parce que la plupart de ces histoires donc mettent en scène donc des fils pieux qui prennent grand soin donc de leur mère âgée. Alors ici, exemple est à prendre pratiquement au sens du latin exemplum, au pluriel exempla, qui désigne dans le contexte européen médiéval et classique, donc hérité de l'Antiquité latine, cette forme d'anecdote ou de récit très bref qui tend à fournir un modèle de comportement ou de morale. Et j'ouvrirai une parenthèse là-dessus en rappelant qu'il s'est développé depuis quelques décennies des recherches importantes sur ce genre des exempla dans la tradition européenne. Mais j'aimerais signaler, enfin c'est vraiment quelque chose de tout à fait personnel et un clin d'œil à nos collègues polonais qui sont actuellement en butte à donc des problèmes assez aigus donc sur le plan politique. J'aimerais signaler tout particulièrement le long article sur ce sujet de l'historien polonais Bronisław Geremek, qui est mort prématurément en 2008 et qui a été titulaire de la chaire internationale du Collège de France en 1992-93. Et cet article s'intitule « L'exemplum et la circulation de la culture au Moyen-Âge », qui est paru donc au début des années 1980. Encore une fois, je redonne toutes les références des bibliographiques, donc des ouvrages que je cite sur le site du Collège de France. Donc depuis effectivement le début des années 1980, vous avez tous ces travaux qui portent sur ces exemples-là. Et on pourrait dire donc que c'est donc ces 24 exemples de piété filiale pourraient se rattacher à ce genre.
Et on a vu que ces exemples de piété filiale peuvent prendre des formes que Jean-François Bilter qualifiait à juste titre de pathologiques. Et ces formes pathologiques, qu'on a même qualifiées de coalie, c'est l'expression que vous avez ici en bas de la diapositive, donc ces formes qui excèdent les rites, très littéralement, ont amené les écrivains chinois modernes et contemporains comme Lu Xun et plus près de nous Mo Yan, donc à parler de cannibalisme. Vous avez ici la couverture donc de la traduction du Pays de l'alcool du Jiuguo de Mo Yan, qui, comme vous le savez, a obtenu le prix Nobel de littérature en 2012. Donc, Mo Yan, dans ce livre, parle de cannibalisme. Alors, dans un entretien avec son traducteur Noël Dutré, il dit bien sûr que c'est à prendre au sens symbolique, mais en fait à peine, parce qu'il fait référence dans cet entretien, donc, sur lequel nous finissions la dernière fois, en disant que le cannibalisme a été réellement pratiqué en Chine. Et donc, ces auteurs modernes et contemporains donc, parlent de cannibalisme réel ou symbolique à propos de cette culture confucéenne qui est si exclusivement axée sur la continuité du lien humain entre les générations. Alors, même si cette dénonciation des revers du continuisme a quelques raisons d'être aussi radicale, il n'en reste pas moins que la piété filiale a probablement été la caractéristique majeure et centrale de la vision confucéenne du monde et de la société. Autant dire donc que cette piété filiale a été le facteur principal de la prétention à l'universalité de cette culture confucéenne, ou du moins une prétention à une forme d'universalité à la chinoise. Alors, je rappellerai ici l'observation de l'anthropologue américain James Watson dans son introduction à un ouvrage collectif qu'il a co-dirigé avec l'historienne Evelyn Roski et qui s'intitule Death Ritual in Late Imperial and Modern China. Donc les rites ou les rituels de la mort dans la Chine de la fin de l'Empire et la Chine moderne, qui est paru donc en 1988 aux presses universitaires de Californie. Alors James Watson dit ceci: What held Chinese society together? If anything is central to the creation and maintenance of a unified Chinese culture, it is the standardization of ritual. To be Chinese is to understand and accept the view that there is a correct way to perform rites associated with the life cycle, the most important being weddings and funerals. Donc, qu'est-ce qui a fait le ciment de la société chinoise, qu'est-ce qui l'a maintenu ensemble? S'il y a quelque chose de central à la création et au maintien d'une culture chinoise unifiée, c'est bien la standardisation du rituel. Être chinois, c'est comprendre et accepter l'idée qu'il y a une façon correcte d'accomplir les rites associés au cycle de la vie, les plus importants étant ceux du mariage et des funérailles. Et nous avons vu également précédemment la remarque de l'historienne Patricia Ebrey à propos de ce qu'elle appelle les family rituals, c'est-à-dire donc les rituels familiaux ou domestiques qui concernent donc les mariages, les funérailles et le culte des ancêtres. Elle fait ceci dans un livre qui s'intitule Confucianism and Family Rituals in Imperial China, A Social History of Writing About Rites,
paru aux presses universitaires de Princeton en 1991. Donc ce titre qu'on peut traduire comme Confucianisme et rituels familiaux dans la Chine impériale, une histoire sociale des écrits à propos des rites, de tout ce qu'on a écrit à propos des rites. Et donc, selon cette historienne, Patricia Ebrey, ce sont ces rituels familiaux qui visent à assurer la continuité et la perpétuation de la transmission humaine de génération en génération, et c'est la continuité de ces rituels dans la longue durée qui fait, selon elle, la spécificité du cas chinois. Comme elle le dit dans ses propres termes, what does make the Chinese case unusual is the longevity of much of the symbolic content of these family rituals. Many steps described in the early classics as aristocratic practice continue to be performed 2,000 years later by common people despite great changes in social structure and the introduction of radically different cosmological conceptions with Buddhism. Ce qui fait le caractère inhabituel du cas chinois est la pérennité de la majeure partie du contenu symbolique de ces rituels familiaux. Beaucoup de pratiques décrites dans les classiques anciens comme étant proprement aristocratiques ont continué à être accomplies 2000 ans plus tard par le commun du peuple, en dépit de grands changements dans la structure sociale et l'introduction avec le bouddhisme de conceptions cosmologiques radicalement différentes. Le bouddhisme sur lequel nous serons amenés à revenir assez longuement. Alors, la source qui a fait de la piété filiale une valeur universelle, au sens propre du terme, est sans doute le livre canonique qui porte son nom, à savoir donc le livre de la piété filiale, en chinois Xiaojing, qui est un ouvrage assez court, fait de formules martelées. Donc, on ne peut pas dire que cet ouvrage se distingue par son style littéraire, c'est quelque chose d'assez pesant. Il a été traditionnellement attribué donc à Zhengzi, un disciple de Confucius réputé pour sa piété filiale, que vous voyez ici dans une sorte de vignette, ou on pourrait même dire de bande dessinée qui remonte à la période des Han postérieurs, au IIe, IIIe siècle de l'ère chrétienne, que vous trouvez ici donc en illustration dans une tombe, et dont vous avez une reproduction un tout petit peu plus claire ici. Ici, Zhengzi est représenté exactement comme notre homme des 24 exemples de la piété filiale que nous voyions tout à l'heure, agenouillé, prosterné devant sa mère, qui est ici occupée à tisser. Alors, la datation donc de ce livre de la piété filiale, comme la datation de la plupart des compendia ritualistes dont nous avons beaucoup parlé ces derniers temps, est sujette à controverse, mais le consensus qui prédomine parmi les historiens actuellement est d'en situer la compilation à l'époque Han, c'est-à-dire donc dans les 4 siècles qui ont entouré le tournant de l'ère chrétienne, donc 2 siècles avant, 2 siècles les 2 premiers siècles de l'ère chrétienne. Et certains historiens en font même carrément une invention des Han, autrement dit une sorte de compilation qui a été faite pendant les Han et qui a été motivée assez clairement par des considérations d'ordre idéologique, comme on va le voir. En tout cas, on peut dire que c'est ce Xiaojing, donc ce livre canonique de la piété filiale, ce terme de Jing que nous avons déjà rencontré à propos des autres livres du corpus canonique confucéen, donc qui en quelque sorte canonise
ces ouvrages, ce livre de la piété filiale est celui qui donne une dimension véritablement métaphysique à la piété filiale, au xiao. Et on pourrait même dire que dans ce livre, la piété filiale apparaît comme une sorte d'équivalent du Tao, c'est-à-dire de la voie carrément. Et c'est pour ça qu'à partir de là, on a parlé couramment du Xiao Tao, c'est-à-dire donc de la voie de la piété filiale. Et ça, c'est quelque chose qui apparaît très clairement à la section Sancai du Xiaojing. Les Sancai qui désignent donc les trois puissances cosmiques, ciel, terre, homme, Tiandi Ren, dont il était question donc dans le chapitre Tianlun, le chapitre consacré au ciel du Xunzi que nous avions lu l'année dernière. Et je rappelle rapidement justement ce passage du chapitre dédié au ciel dans le Xunzi, où vous aviez donc cette évocation de cette triade cosmique. Tian you qi shi, di you qi cai, ren you qi zhi, fu shi zhi wei neng can, c'est-à-dire donc le ciel a ses saisons, c'est ce que vous avez en haut de la diapositive, si je pouvais retrouver ma flèche. Donc la terre a ses ressources et l'homme a son ordre notamment politique. Et c'est ainsi que ces trois entités peuvent former donc un Can, c'est-à-dire une triade. Can qui est une autre forme du mot San qui veut dire trois. Donc dans le Xiaojing, vous avez un passage qui s'intitule donc les Sancai, donc ces trois entités cosmiques, et qui est un rappel de ce que nous trouvons dans le Xunzi. Alors, ce passage dit ceci, il commence par une exclamation du disciple Zhengzi, donc de ce disciple à qui est attribué le livre de la piété filiale. Zhengzi yue, shun zai, xiao zhi da ye. Donc, ce disciple s'écrie comme elle est illimitée la grandeur de la piété filiale. Et ensuite, vous avez un propos qui est placé dans la bouche du maître, c'est-à-dire de Confucius, Zi yue, fu xiao, tian zhi jing ye, di zhi yi ye, min zhi xing ye. En effet, la piété filiale, c'est ce qui fait le jing, c'est-à-dire la constance du ciel. Et là, vous retrouvez donc ce terme de jing qui, tout à l'heure, justement, désignait donc un livre canonique. Mais la canonicité est faite, justement, en fait, vient du fait que c'est qu'un livre qui représente une constante. Je rappelle que Jing, ici, c'est un mot qui comporte la clé de la soie et qui représente donc la chaîne du tissu. Vous avez cette métaphore textile pour désigner donc un texte canonique, puisqu'il désigne la chaîne du tissu. La piété filiale, donc, poursuit Confucius, Ti zhi yi, c'est ce qui fait le sens du juste de la terre, et min zhi xing ye, la bonne conduite littéralement du min, c'est du peuple, mais on peut dire en fait ici des hommes, min étant l'équivalent du ren, c'est-à-dire des êtres humains que vous aviez dans la citation du Xunzi. Alors, Tiandi zhi jing, er min shi ze zhi, ce qui fait la constance du ciel-terre, les hommes le prennent comme modèle. Ze tian zhi ming, yin di zhi li, yi shun tian xia. Donc, ils prennent modèle sur
la lumière venue du ciel. Alors là, il est fait référence au soleil, à la lune, enfin tout ce qui produit de la lumière dans le ciel. Il s'adapte aux bienfaits de la terre de façon à shun tianxia, être littéralement dans le mouvement de ce qui est sous le ciel, c'est-à-dire donc d'être en conformité avec le monde. Donc là, j'attire votre attention justement sur ce terme de tianxia qui va bientôt nous occuper. 是以其教不速而成，其正不言而治. C'est ainsi que les instructions, sous-entendues donc des souverains, rois de l'Antiquité, n'ont pas besoin d'être sévères pour être appliquées et que leur gouvernement n'a pas besoin d'être intransigeant pour que l'ordre règne. Autrement dit, ici, il y a quelque chose qui s'installe, qui procède de manière naturelle sans qu'on ait besoin justement d'intervenir de façon autoritaire. Alors, 先王见教之可以化民也，是故先知以博爱，而民莫以其亲. Les anciens rois, voyant la capacité de leur instruction à transformer les hommes, en conséquence donnèrent la priorité à l'extension de leur bienveillance et il ne se trouva personne pour abandonner ses parents. De la même façon, Chen zhi de yi, min xing xing, donc ils montrèrent aux hommes la vertu et le sens du juste et le peuple s'activa à les pratiquer. Xian zhi yi jing rang, min bu zheng, donc ils mirent en avant le respect et la courtoisie et les hommes ne furent pas tentés de se battre entre eux, de rivaliser entre eux. Dao zhi yi li yue, min he mu, donc ils les guidèrent par les rites et la musique et le peuple resta dans l'harmonie et la concorde. Shi zhi yi hao e, min zhi jin, ils leur firent voir le bon et le mauvais et le peuple comprit donc la raison donc des interdits, ce qui était prohibé. Donc vous avez ici l'expression bien sûr de cet idéalisme confucéen, donc qui vous donne une vision extrêmement idéalisée donc de la société selon l'idéal confucéen, mais vous voyez aussi donc cet effort d'intégrer donc l'ordre humain dans l'ordre cosmique que nous avions vu déjà dans le Xunzi en particulier et les sources ritualistes de la fin de l'Antiquité et de l'époque Han. Donc nous voyons dans ce passage du Xiaojing, de le livre de la piété filiale, une extension de la triade cosmique du Xunzi appliquée donc à la piété filiale. Mais je vous rappelle aussi que nous avions vu dans le Xunzi, au chapitre consacré au rite, le Li Luan, que le Xunzi distinguait trois racines ou trois fondements des rites. Et j'avais attiré votre attention justement sur cette notion de pen ici, donc, c'est-à-dire donc le caractère de l'arbre avec un trait en dessous pour indiquer donc ce qui est à la base de l'arbre, c'est-à-dire la racine. Donc le texte du Xunzi nous disait que les rites liés au sampen, c'est-à-dire donc les rites ont trois racines, à savoir donc le tiandi, le ciel-terre, ensuite les xianzu, c'est-à-dire les ancêtres, en deuxième ligne, et en troisième ligne donc junshi, donc les princes et les maîtres. Donc le Xunzi établit une sorte de rapport homologique entre ces trois instances ou ces trois niveaux, dont nous allons trouver donc un écho dans le livre de la piété filiale. Donc je vous rappelle ici que
outre le continuum entre le monde cosmique, le cosmos, et le monde humain, donc, qui est établi par cette triade ciel, terre, homme, Tiandiren, et outre le continuum entre le monde des morts et le monde des vivants, qui est établi justement par ces rites funéraires de deuil, il faut souligner aussi le continuum qui relie plus largement la dimension politique et la dimension familiale. En effet, donc, le lien de sang entre le père et le fils, ce lien de sang qui est marqué par la piété filiale entre le père et le fils, donc c'est un lien organique par excellence, c'est ce lien qui est le modèle archétypal du rapport politique entre le prince et ses ministres, ou le prince et ses sujets. Et c'est ainsi que, sous la dynastie Han, a pu s'établir une homologie entre, d'une part, la piété filiale, Xiao, qui est censée caractériser donc ce rapport du fils au père, et d'autre part la loyauté, Zhong, qui doit illustrer donc le rapport idéal entre le ministre ou le sujet et son prince. Et vous avez donc dans le Xiaojing quelque chose, enfin des deux passages notamment, qui illustrent très clairement donc cette homologie entre piété filiale, Xiao, et loyauté, Zhong, donc entre cette dimension familiale et la dimension plus largement politique. Alors le premier passage est placé de nouveau dans la bouche du maître, Confucius, Ziyue. Donc, Junzi zhi shi qin xiao, gu zhong ke yi yu jun. Le maître dit la manière dont l'homme de bien sert ses parents, c'est ce qu'on appelle donc la piété filiale. Et elle peut se transférer sous forme de loyauté sur le prince. Donc vous avez ici cette notion très importante du yi, c'est-à-dire donc on transpose littéralement donc la piété filiale sur le prince sous forme de loyauté. Et de la même façon, shi xiong ti gu shun ke yi yu zhang. Donc la manière dont l'homme de bien sert ses frères aînés peut se transférer ou se transposer sous forme d'obéissance respectueuse sur les personnes âgées. Et de la même façon, donc, ju jia li gu zhi ke yi yu guan, la manière dont l'homme de bien ordonne sa maison ou sa famille peut se transposer sous forme de bon gouvernement ou de bonne gouvernance sur le quan, c'est-à-dire sur une position officielle, sur un poste officiel de charge administrative. Autrement dit, l'homme de bien, c'est celui qui, au fond, gère la communauté humaine exactement comme il gère sa famille. Shi yi xing cheng yu nei, er ming li yu hou shi yi. C'est ainsi que la perfection de sa conduite unée, c'est-à-dire à l'intérieur, en privé, chez lui, fait que sa renommée est établie pour la postérité, c'est-à-dire donc les générations à venir. Donc ici, dans ce passage, vous avez très clairement cette idée d'une translation, donc encore une fois d'un continuum, entre ce qui se passe donc dans l'espace familial vers ce que nous appellerions, nous, l'espace public.
c'est-à-dire donc cet espace politique de service au prince et de service à l'État. Et de la même façon, donc, dans le deuxième passage que vous avez sur la diapositive, toujours tiré du livre de la piété filiale, vous avez ceci, donc, 自于弑父以弑母而爱同. Donc ici, il s'agit, comme l'indique le nom de la section, donc shi, ce sont les officiers, disons, de rang ordinaire, puisque en fait, vous avez dans le livre de la piété filiale, des prescriptions de piété filiale qui sont adressées aux différents rangs de la société. Ça part donc du souverain, du fils du ciel, le Tianzi, en passant par tous les grades de la bureaucratie impériale, de la bureaucratie étatique, pour aboutir justement au commun du peuple. Et là, vous avez donc ce qui concerne les officiers de rang ordinaire. Alors, ces officiers, ils s'inspirent de leur manière de servir leur père pour servir leur mère dans un même attachement, une même affection, on pourrait dire un même amour. De la même façon, 自于弑父以弑君而敬同. Ils s'inspirent de leur manière de servir leur père pour servir leur prince, dans une même déférence. Donc vous avez ici un parallélisme que vous voyez apparaître, même sans lire le chinois, donc, entre ces deux phrases. C'est-à-dire, donc, vous avez donc le service de la mère qui s'inspire du service au père dans une affection, un attachement personnel, et de la même façon, vous avez un service au prince qui s'inspire toujours du service au père, mais là, dans un rapport non plus d'amour, mais de jing, c'est-à-dire de respect. 故母取其爱，而君取其敬，兼之者父也. C'est-à-dire donc la mère trouve dans cette relation donc l'amour du fils, et le prince trouve de la même façon la déférence de celui qui le sert dans cette relation, et c'est le fou, donc le père, qui réunit les deux. C'est-à-dire donc le père fait l'objet donc de l'attachement personnel de son fils, de l'amour de son fils, mais aussi de la déférence. Autrement dit, le père est à la fois donc l'objet d'un attachement personnel, mais aussi une sorte de métaphore du prince, dans la mesure où il a droit également à la déférence du fils. 故以孝事君则忠，以敬事长则顺. Donc ainsi, quand les officiers servent le prince avec toute la piété filiale, c'est de la loyauté. Et quand ils servent leurs aînés avec déférence, c'est ce qu'on appelle donc cette obéissance déférente. 忠顺不失，以事其上，然后能保其禄位而守其祭司，盖是之孝也. Donc, en ne manquant ni à la loyauté ni à l'obéissance dans leur manière de servir leurs supérieurs, ces officiers ordinaires peuvent alors préserver leurs émoluments et leurs positions et perpétuer les sacrifices, c'est-à-dire donc perpétuer leur lignée. C'est là la piété filiale des officiers. Donc ici, dans la dernière partie du texte, vous avez une allusion assez claire à des pratiques courantes sous la dynastie Han, puisqu'il apparaît que la piété filiale est devenue la première vertu cardinale dès le début des Han. Et petit à petit, elle envahit tous les aspects de la vie sociale, religieuse, politique et institutionnelle du nouvel ordre impérial. Alors, vous avez par exemple
le fait que les empereurs Han reçoivent en appellation posthume des dénominations qui comportent toutes la composante xiao, c'est-à-dire filiale, vertu filiale. C'est ce que vous avez, par exemple, dans les sources historiques, comme le Shiji, c'est-à-dire les mémoires historiques de Sima Qian, et le Hanshu, c'est-à-dire le livre des Han, qui est le livre, les annales de la dynastie Han. Et dans ces deux sources, vous voyez apparaître l'empereur Wen des Han qui a régné entre 180 et 157 avant l'ère chrétienne. Vous le voyez apparaître sous le titre Xiaowen Huangdi, c'est-à-dire donc l'empereur Wen très filial. De la même façon pour les empereurs suivants, l'empereur Jing, Xiao Jing Huangdi, donc qui a régné entre 157 et 141, et le fameux empereur Wu, Xiao Wu Huangdi, donc qui a régné entre 141 et 87 avant l'ère chrétienne. Et de la même façon, une réputation de piété filiale était extrêmement importante socialement parce qu'elle pouvait valoir à une personne et à sa famille des récompenses politiques et sociales de premier plan. Pendant toute la seconde partie de la dynastie Han, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Han orientaux, les Donghan, c'est-à-dire donc les 2 premiers siècles de l'ère chrétienne, le meilleur moyen d'accéder à une position officielle était de se doter au niveau local d'une réputation d'homme filial et intègre. C'est ce que vous avez ici au milieu de la diapositive, donc ce titre de Xiaolian, un titre créé en 134 avant l'ère chrétienne, qui permettait à d'obscurs individus vivant dans des régions excentrées, loin de la capitale, qui leur permettait de se faire remarquer et de se forger une carrière officielle. Donc là, vous mesurez l'avantage que cela pouvait représenter d'obtenir ce titre de Xiaolian. On pouvait ainsi bénéficier d'une recommandation d'officiels locaux sur la base d'une conduite filiale exemplaire, réelle ou supposée. Donc vous comprenez bien que l'important n'était pas tant d'être filial que de faire en sorte que cela se voie et que cela se sache. À l'heure actuelle, on pourrait dire qu'il s'agissait d'être filial devant les caméras, parce que sinon c'était à peu près inutile du point de vue de la carrière. Alors, inutile de préciser que ceci a donné lieu à une surenchère de comportements filiaux, plus spectaculaires les uns que les autres, et c'est là que a commencé à s'imposer justement cette pratique du kuoli, c'est-à-dire donc d'excéder les rites, d'en faire plus que les rites n'en demandent, et tout ça pour se faire bien voir des autorités et se faire introduire dans des réseaux influents politiquement. Et alors, vous avez donc dans ces nombreux récits justement de démonstration de piété filiale, la fameuse histoire d'un individu qui est rapportée donc dans le livre des Han postérieurs, des Han orientaux. Donc cet individu s'était forgé une réputation de piété filiale en portant le deuil de ses parents non pas pendant 3 ans, mais pendant plus de 20 ans. Et de la manière la plus visible possible, c'est-à-dire en vivant carrément dans la tombe de ses parents pendant toute cette vingtaine d'années. Donc, évidemment, c'était une manière de se faire largement remarquer. Alors, donc, le résultat, c'est que ce monsieur a été recommandé
à un officiel, mais cet officiel, en enquêtant justement sur la réalité de ce comportement filial, a découvert donc la supercherie quand il s'est rendu compte que pendant ce deuil de 20 ans, ce monsieur avait produit ou procréé 5 enfants. Ce qui évidemment a comment dire, ruiné un peu la valeur du dossier et a même valu à cet individu d'être poursuivi en justice. Donc là, évidemment, enfin, quand vous adonnez à ces démonstrations de piété filiale, il faut faire bien sûr attention à ce que tout soit à peu près cohérent quand même. Bon. Donc, avec toute cette surenchère de piété filiale, on comprend que des individus rebelles ou insoumis aient mis un point d'honneur à exhiber de façon très démonstrative un comportement ostensiblement contraire au deuil filial. Et vous avez là des anecdotes assez savoureuses dans un recueil qu'on pourrait traduire le Shishuoxi, donc de récits mondains, de nouveaux propos, de récits contemporains, qui décrit donc la situation, disons, du monde chinois d'après la dynastie Han, après la chute des Han, donc dans les siècles qui ont suivi. Donc, dans ce chapitre, vous avez une anecdote qui concerne donc un personnage du nom de Ranji, qui a vécu entre 210 et 263, donc au IIIe siècle de l'ère chrétienne, et qui est l'un des fameux 7 sages du bosquet des bambous, les Zhulin Qixian, que vous avez donc en bas de la diapositive. Et ces 7 sages du bosquet des bambous sont des excentriques qui, comment dire, ostensiblement s'adonnent à l'alcool et qui, probablement à la faveur de l'alcool, sont aussi de très bons poètes. Et cette anecdote vous montre donc Ranji qui s'apprête à enterrer sa mère et qui, en guise de rite de deuil, commence par faire cuire un porcelet bien gras, feitun, donc, et à boire enfin deux cruches d'alcool, donc pour bien montrer qu'il se comporte de manière tout à fait excentrique, et ce n'est qu'après donc qu'il a fait ça, qu'il s'est bien rempli la panse et qu'il a bien bu, donc il commence à procéder aux rites funéraires, aux lamentations, etc. Et en fait, il est tellement en réalité submergé par le chagrin qu'on vous dit qu'il finit par cracher du sang et à s'abandonner à son chagrin. Donc on a ici l'exemple de quelqu'un qui veut se démarquer par rapport à la norme de conduite ritualiste, mais qui ne peut pas s'empêcher d'exprimer une douleur réelle à la mort de sa mère. Et ce qui est frappant est que ces individus qui refusent de se conformer à la norme rituelle sont appelés donc des fangwai zhishi, c'est-à-dire des hommes littéralement hors limite, c'est-à-dire qu'ils se placent volontairement en dehors du monde balisé par les rites et du monde réputé donc civilisé. Donc en somme, ce que j'ai voulu explorer avec vous, c'est la façon dont ce continuum instauré par les rites du deuil et de la piété filiale crée véritablement un espace, voire un monde que les Chinois appellent Tianxia, ce monde de la civilisation, ou soi-disant, qui fait que soit on est dedans et on prétend vivre en être humain civilisé, soit on doit en sortir délibérément
si on refuse les normes rituelles et du coup on se met en quelque sorte au banc de la civilisation. Et c'est ce que exprime très justement de nouveau l'historienne que j'ai citée tout à l'heure, donc Patricia Ebrey, dans ce même livre sur le confucianisme et les rites familiaux. Elle dit ceci, donc ritual action thus helps reproduce culture, especially the realm of culture that seldom enters into conscious choice, the realm taken for granted, left outside the limits of debate. The principles conveyed in this way frequently serve to legitimate the social and political structure, making social distinctions part of what is taken to be in the nature of things. Donc l'action rituelle contribue ainsi à reproduire la culture, et plus particulièrement la part de culture qui entre rarement dans le choix conscient, la part considérée comme acquise, laissée en dehors des limites du débat. Les principes qui se trouvent véhiculés de cette manière servent le plus souvent à légitimer la structure sociale et politique, rendant ainsi les distinctions sociales partie intégrante de ce qui est perçu comme étant dans la nature des choses. Autrement dit, ce qui est ici dit de façon un peu compliquée, mais c'est justement ce sur quoi insistent tous les textes que nous avons lus récemment, c'est-à-dire de faire passer l'idée que les rites sont quelque chose de naturel. Ce n'est pas quelque chose, comme disait le Mencius, ce n'est pas quelque chose qui est imposé de l'extérieur, c'est quelque chose qui procède de l'intérieur. D'où ce souci des textes de rapporter chaque fois donc les rites à un sentiment humain, c'est-à-dire donc cet amour prétendu naturel donc pour les parents, qui se prolonge au-delà de la mort. Et ce que fait le livre de la piété filiale, c'est d'étendre justement ce qui procède de l'intérieur, ce sentiment d'amour pour les parents, de l'étendre à la dimension politique. Et c'est ce qui est dit dans ce texte des entretiens sur lequel je finirai aujourd'hui, donc au livre 1 à la section 2, donc You Zi Yue, Qi Wei Ren Ye Xiao Ti, Er Hao Fan Shang Zhe Xian Yi. Donc, Maître You, c'est un disciple de Confucius qui est un des rares à porter le titre de maître dans les entretiens. Donc, Maître You dit « Ceux qui, tout en étant xiaoti, c'est-à-dire exemplaires à l'égard de leurs parents et de leurs aînés, sont donc des exemples de piété filiale et de respect des aînés, ceux qui, tout en étant exemplaires de ce point de vue, tendent à se fan shang, c'est-à-dire à être subversifs, littéralement, à se monter contre leurs supérieurs, sont xian yi, sont très rares. Et pour hao fan shang, hao zuo luan zhe, wei zhi you ye. Et ceux qui n'aiment pas donc être subversifs, mais qui sont des fauteurs de troubles, qui créent du désordre, il n'y en a tout simplement pas. Voilà pourquoi donc Junzi Wu Ben, Ben Li Er Dao Sheng, donc l'homme de bien travaille à la racine. Donc là nous retrouvons cette notion justement de racine. Et c'est sur des racines bien solidement établies, des racines bien solides, que le Tao peut croître, peut littéralement naître et vivre, peut croître et s'épanouir. Xiao Ti Ye Zhe, Qi Wei Ren Zhi Ben Yu. Piété filiale et respect des aînés ne sont-ils pas la racine même du sentiment humain? Donc ici, vous avez dans les entretiens un écho justement à tout ce que dit le Xiaojing, c'est-à-dire que la piété filiale est tout simplement en fait à la racine de ce qui fait de nous des êtres humains
et c'est ce que vous avez dans cette dernière citation donc, de la piété filiale, du livre de la piété filiale, que vous avez en bas de la diapositive, qui est toujours attribué au maître, Ziyue, Fu xiao, de zhi ben ye, jiao zhi suo you sheng ye. Donc, le maître dit, la piété filiale, c'est la racine de toute vertu, et c'est de cette racine que tout enseignement moral naît, qu'il peut se développer. Fu xiao, shi yu shi qin, zhong yu shi jun, zhong yu li shen. Donc, la piété filiale commence par le service à ses parents, qin. Elle passe au milieu par le service au prince, et elle finit dans li shen, c'est-à-dire donc dans l'établissement de la personne morale. Et vous avez ici donc un rappel de ce que nous évoquions donc précédemment, de ce culte rendu aux 5 grands, donc Tiandi Jun Qin Shi, c'est-à-dire donc le ciel-terre, le prince, les parents et enfin les maîtres. Donc vous avez constamment, dans tout donc, le développement de cette culture confucéenne, donc constamment cette homologie entre le cosmos, l'ordre politique, l'ordre familial, et on va le voir la prochaine fois, donc l'ordre personnel, la culture morale individuelle. Bien. Je vous ai infligé beaucoup de textes aujourd'hui. J'espère que ça ne vous a pas complètement assommé. Et donc, nous nous retrouvons donc, la semaine prochaine, j'espère, dans un froid un peu moins vif. Merci.